Mai 1905, Einstein écrit à son ami Konrad Abicht. La lettre commence comme cela. « Que faites-vous donc, espèce de baleine congelée? Morceau d'âme fumée, séchée et mise en conserve ou je ne sais quoi d'autre encore. Pourquoi ne m'avez-vous pas fait parvenir votre thèse? Je vous promets en échange 4 de mes travaux. Le premier traite de la nature de la lumière, il est très révolutionnaire. Le second de l'explication du mouvement brownien, le troisième parle de la taille et de l'existence des atomes. Enfin, le quatrième est disponible sous forme de brouillon. Il traite d'une électrodynamique des corps en mouvement, établie à l'aide d'une modification de la théorie de l'espace et du temps. » Einstein est quelqu'un qui a de l'humour, notamment quand il s'adresse à ses collègues de l'Académie Olympia. Donc il écrit une lettre à Bicht pleine d'humour, où il utilise des termes assez étranges pour qualifier son camarade. Et il lui annonce qu'il est en train d'écrire des articles révolutionnaires, il le dit lui-même, il a conscience que des choses importantes vont se passer. Il va formuler une nouvelle théorie de l'espace et du temps. Cette nouvelle théorie paraît en juin 1905, c'est l'article le plus important des 4. On a coutume de l'appeler la théorie de la relativité restreinte. Dans cet article, Einstein proclame la mort de l'éther, ce milieu inventé par les physiciens du 19e siècle et censé vibrer au passage de la lumière. Il démontre que la lumière, par sa nature électromagnétique, se propage dans le vide de l'univers sans l'aide d'aucun support. L'éther existe de la physique avec Einstein, et une deuxième conséquence, c'est que ça change tout à fait l'interprétation de l'expérience de Michelson-Morley. Au lieu d'être un échec, ce qu'elle était du point de vue de Michelson-Morley, puisqu'ils n'arrivaient pas à voir ce qu'ils auraient dû voir, pensait-il, Einstein démontre que cette expérience est une vérification d'un des postulats essentiels de la nouvelle physique qu'il crée, le principe de relativité et le postulat de constance de la vitesse de la lumière. Einstein prouve que la vitesse de la lumière est constante. Elle va invariablement à 300 000 km/s dans toutes les directions, quelle que soit sa vitesse d'observation. Du fait de cette constance, la lumière ne se plie pas à la loi de composition des vitesses, une des raisons pour lesquelles, en 1887, Michelson et Morley n'ont rien détecté dans leur expérience. Le rayon lumineux se propageait à la même vitesse dans les deux directions. Dans sa théorie de la relativité restreinte, Einstein dynamite aussi le concept de temps. Avant Einstein, le temps était conçu depuis Newton comme quelque chose d'absolu, d'universel, qui était comme un grand rythme, qui battait comme un cœur, le cœur de l'univers, qui bat également pour tous les êtres, alors qu'Einstein nous dit essentiellement la chose suivante: il y a autant de temps que d'observateurs. Prenons un exemple, si vous avez deux horloges de même fabrication, une horloge qui reste sur Terre et l'autre qui part avec une grande vitesse et puis qui revient vers son horloge jumelle ensuite, Einstein nous dit que l'horloge qui revient ne marquera pas le même temps que l'horloge qui est restée sur Terre. Et pourtant, si on remplace l'horloge qui se déplace par un être humain ou n'importe quel être vivant, il n'aura jamais le sentiment que le temps se ralentit. Et c'est ce point-là qui est le point central de la théorie de la relativité, et seul Einstein l'a pensé en juin 1905. Le physicien Paul Langevin a imaginé dans les années 20 une métaphore pour illustrer cette relativité du temps. C'est le fameux paradoxe des jumeaux de Langevin. Deux frères jumeaux, l'un part voyager dans l'espace mais à une vitesse immense, proche de celle de la lumière. L'autre reste sur Terre. Le temps passe. C'est un long voyage, un très long voyage. Un beau jour, son frère revient et, ô surprise, il est plus jeune que lui. À cause du voyage passé à une immense vitesse, le temps propre de celui qui est parti s'est écoulé plus lentement que pour celui qui est resté sur Terre. Cette perspective relativiste qui se produit à une grande vitesse peut paraître déconcertante, elle fait partie désormais de notre quotidien.
Le GPS, le Global Positioning System, est une technologie qui nécessite la présence d'horloges embarquées à bord de satellites associés à une horloge mère restée sur Terre. Or, la vitesse élevée des satellites provoque un effet relativiste qui ralentit le temps propre des horloges en orbite. Résultat, l'effet impose de corriger un écart de 38 millisecondes par jour qui correspond à l'arrivée à une erreur de positionnement de l'ordre de 11 km. Une dérive inadmissible corrigée en permanence automatiquement, conformément aux prévisions d'Einstein un siècle auparavant. En 1905, Einstein a rédigé ses 4 articles en l'espace de 6 mois. Au mois d'août, il écrit de nouveau à son camarade Konrad Habicht. Cette fois, il ne le traite pas de tous les noms, mais simplement lui fait part d'une nouvelle intuition. Il écrit à nouveau à Habicht au cours de l'été 1905 en disant qu'il a mis le doigt sur quelque chose de très important qui est l'équivalence entre l'inertie, la masse, et puis l'énergie. Ce qui va devenir la grande formule E égale mc2. Et ce résultat, E égale mc2, est une conséquence directe qu'il n'avait pas aperçu immédiatement de son article de juin 1905. Donc c'est une conséquence de la théorie de la relativité. Et c'est l'idée que, finalement, quand un corps massif émet ou absorbe de l'énergie, sa masse est modifiée. Pendant des siècles, et en particulier avec Lavoisier, on identifiait la masse avec ce qui était permanent dans la matière. Lavoisier disait « rien ne se perd, rien ne se crée », et Einstein ne nous dit pas du tout. C'est parce que les mesures de Lavoisier n'étaient pas assez précises. Eh bien, s'il y a un dégagement d'énergie chimique, de l'énergie thermique ou autre, il va y avoir un changement de masse parce que, finalement, la masse recèle une énergie cachée énorme. Comment interpréter cette équation E égale mc2 publiée aux Annales en septembre 1905 ? Que de l'énergie qui s'exprime en joules est égale à la masse en grammes multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Jusque-là, tout va bien. Dans cette formule, la vitesse de la lumière s'exprime en mètres par seconde. C'est 300 millions de mètres par seconde multiplié par 300 millions de mètres par seconde. Un nombre gigantesque, 9, suivi de 16 zéros. On comprend facilement que dans cette formule, très peu de masse va produire énormément d'énergie. Mais où trouver cette masse si infime soit-elle? À l'époque d'Einstein, on ne la connaît pas encore. À l'heure actuelle, on la fabrique dans des réacteurs nucléaires qui cassent en permanence les noyaux atomiques de la matière. Au cours du XXe siècle, les physiciens ont exploré toutes les facettes différentes de cette formule E égale mc2. Il y a des physiciens qui transforment de la masse en énergie. Par exemple, les physiciens qui s'occupent des centrales nucléaires, ils prennent de l'uranium-235, ils s'arrangent pour que cet uranium fissionne, donc se coupe en 2 noyaux plus légers. Et dans ce processus, il y a une perte de masse. Les produits finaux sont plus légers que le produit initial. Et cette perte de masse, c'est de l'énergie, qu'on appelle l'énergie nucléaire. Le phénomène inverse aussi est possible et encore plus remarquable, c'est-à-dire que vous pouvez partir d'avoir uniquement un système où vous avez du rayonnement, de la lumière, donc par exemple 2 grains de lumière qui vont à la rencontre l'un de l'autre, et vous pouvez, lors de la collision de ces 2 grains de lumière, créer de la masse, créer de la matière, créer des électrons, des positrons, ou même des protons, des antiprotons. Et ça, c'est ce que l'on fait tous les jours dans des accélérateurs de particules au CERN, par exemple. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi le Soleil brille depuis si longtemps et qu'il n'est pas prêt de s'éteindre? Il est la manifestation quotidienne et remarquable de l'équation E égale mc2. Le fait que le Soleil envoie à l'extérieur sans arrêt de l'énergie, sous forme d'énergie lumineuse et de chaleur, qu'il fait ça depuis 5 milliards d'années et que probablement il va encore émettre de l'énergie au même taux à peu près pendant encore 5 milliards d'années, repose en fait sur cette relation E égale mc2. Toute cette énergie lumineuse, elle vient en fait d'une perte de masse au centre du Soleil. Donc la brillance du Soleil est une preuve journalière de la validité de la relation d'Einstein E égale mc2. On pourrait penser qu'après toutes ces découvertes surprenantes, la gloire est au rendez-vous. Il n'en est rien.
Les physiciens sont déroutés par les trouvailles de cet inconnu et malgré le soutien sans faille de Planck aux nouvelles théories d'Einstein, la communauté scientifique va mettre du temps pour en comprendre le sens. 4 années de plus pour le jeune Albert au bureau de la propriété intellectuelle de Berne. Son directeur, Friedrich Haller, se soucie comme d'une guigne des photons, de la relativité restreinte ou du mouvement brownien. Il ne reconnaît en Einstein que ses seules qualités professionnelles. Le voici nommé expert de 2e classe au bureau des brevets avec augmentation de salaire. La célébrité n'arrive qu'en 1909. Einstein est invité en grande pompe aux cérémonies qui marquent les 350 ans de l'Université de Genève. L'occasion de côtoyer enfin le gratin de la physique.